De retour dans Les Visiteurs du Soir, on va à présent s'intéresser à un documentaire. Bonsoir Marianne Claric. Bonsoir. Très heureux de vous revoir, vous avez reçu pour votre documentaire sur la Sabena. Vous êtes journaliste, vous venez nous présenter ce soir Elle vote comme papa, avec une avant-première qui est prévue donc ce jeudi 23 mai à 18h45 au cinéma Vendôme à Bruxelles, avec notamment vous et puis l'équipe du film qui sera avec un petit débat par la suite. présente et un petit débat, parce qu'évidemment ce titre, il est évocateur, il est provocateur, Elle vote comme papa. Vous retracez finalement l'histoire de la longue bataille des femmes pour l'égalité politique. Vous savez quoi, on va regarder la bande-annonce pour commencer et on en parle juste après. Allons-y. Les femmes sont souvent perçues un peu comme des idiotes. On dit qu'elles vont voter comme papa ou comme le frère ou comme le mari. Est-ce que vous serez capable de résister une nuit dans une négociation comme un président de parti masculin, en fait? Je pense que chacun a le droit de prendre sa place dans la société, sa place partout, et a le droit de défendre son point de vue. Si vous voulez que je crie tout le temps, je le ferai, mais vous m'écouterez. On doit beaucoup plus bosser qu'un homme. Ne me parlez pas de mon charme, ne me parlez pas de ma beauté. Parlez-moi de dossier. Les femmes n'ont pas encore compris qu'elles devaient s'unir. Moi, je me rappelle que la première année, je suis rentrée presque tous les jours en pleurant à la maison. C'est probablement parce que faire de la politique est un travail extrêmement dur, extrêmement lourd. Et est-elle vraiment assez intelligente pour pouvoir voter? Pendant une minute, tu me parles de message. Je me dis, quoi? Nous nous sommes battus pour ça. Commençons par le titre, Marianne Claric, Elle vote comme papa, un titre, je l'ai dit, quelque peu provocateur. Pourquoi ce titre ? Ben oui, c'est un petit peu un clin d'œil, Elle vote comme papa, mais en même temps, pendant très longtemps... Elle votait comme papa. Oui, et on pensait qu'elle votait comme papa. Donc, en 1949, quand les femmes ont voté pour la première fois pour les législatives, quand on lit la presse de l'époque, eh bien, on lit que elles ont bien voté, elles ont écouté les hommes qui les entouraient, elles ont voté comme leur père, leur frère, En leur fait, si elles mari. votaient comme leur père ou leur mari, c'est qu'elles avaient bien voté, selon la presse à l'époque. C'est ça, c'est qu'elles n'étaient pas capables de penser de manière autonome. Donc c'est encore dans les mentalités en 1949, ça vient du 19e, peut-être qu'on pourra l'expliquer, et ça va rester pendant longtemps dans les esprits. Oui, parce que c'est vrai qu'on découvre directement dans vos documentaires, Marianne Claric, que les hommes sont présentés comme des êtres rationnels, tandis que les femmes, de leur côté, sont par nature des êtres fragiles, dominés par leurs émotions. C'est comme ça qu'on percevait finalement ces distinctions entre hommes et femmes à l'époque ? Oui, ça vient du 18e et du 19e siècle, donc on était convaincus que la femme, effectivement, était sujette, était dominée par ses émotions, qu'elle était fragile. Comme un enfant aussi, presque, oui, non ? comme un enfant, et physiquement et moralement. Il y a aussi ces scientifiques du 19e, ces premiers anthropologues qui vont comparer les races, ce qu'on pensait être les races, et comparer les hommes et les femmes. Et donc, le crâne des femmes est plus petit, le cerveau est plus léger. Et donc, on pense à l'époque qu'elle est donc moins intelligente. Donc, c'est la nature, c'est pas de sa faute, mais elle n'est pas capable de comprendre la politique. Et d'ailleurs, son rôle naturel, c'est la famille, c'est s'occuper du mari, des enfants, du foyer. Devoirs conjugaux. Le devoir conjugal, certainement pas les affaires publiques. Donc ça, c'est pas possible. Mais les femmes elles-mêmes pensaient ça, Marianne Claric, à l'époque ? Les femmes, elles sont conditionnées depuis des siècles. On leur a dit, voilà, ça va être ça ton rôle. Leur éducation n'est pas la même que celle des garçons. Donc à l'école, dans les milieux populaires ouvriers, elles vont pas plus loin que les primaires. Dans la bourgeoisie, elles sont préparées au mariage. Elles apprennent les tâches ménagères, elles apprennent tout ce qu'il faut pour bien tenir une maison, mais elles n'apprennent pas un métier puisqu'elles ne vont pas travailler, elles vont se marier. Donc elles-mêmes se demandent si elles sont capables, si elles vont comprendre. Et il y a cette archive qui date de 1971 dans le film qui est incroyable. C'était une émission de la RTB à l'époque, Féminin Présent, émission féminine, où on va demander aux femmes à la veille des élections si elles s'intéressent à la politique. Et elles répondent non. Je n'y comprends rien, ce n'est pas pour moi, je vote. Affaire d'homme. Oui, je vote comme mon mari, c'est une affaire d'homme. Et pendant très longtemps, elles pensent elles-mêmes que la politique est une affaire d'homme. Les hommes, évidemment, le pensent aussi. C'est un monde d'hommes, exclusivement masculins, depuis les débuts de la Belgique, puisque la question du suffrage féminin ne se pose même pas. Non. En 1831, c'est le suffrage censitaire, donc quand on paye le cens, on peut voter. Mais les femmes,
se pose même pas la question, parce que c'est tellement naturel qu'elles vont pas pouvoir s'occuper de ça. Donc ça va rester dans les mentalités pendant très très longtemps, et parfois même jusqu'à aujourd'hui. Oui, mais justement, avant d'arriver à aujourd'hui, à quel moment le vote des femmes a commencé à se penser à échelle nationale? Parce qu'on va peut-être rappeler à ceux qui nous suivent que ça a commencé plutôt à échelle communale, parce qu'on se disait, comme ce qu'on s'est dit juste avant, Marianne, il faut rester dans les petites affaires, parce que les femmes ne pourraient pas gérer à l'échelle d'un pays. Quand est-ce que ça a véritablement commencé, le droit de vote des femmes ici en Belgique? C'est-à-dire que le combat féministe en Belgique ne s'est pas tout de suite penché sur le droit de vote des femmes, contrairement à d'autres pays comme la Grande-Bretagne, par exemple, avec les suffragettes. Voilà. Ici, elles pensaient que c'était d'abord l'éducation, que les femmes n'étaient pas formées, et donc c'était en partie vrai, et que plus tard, elles pourraient demander les droits politiques. Donc il y a eu quand même, je dirais, un peu de retard au démarrage. Et puis au tournant du siècle, sous l'influence du féminisme international, elles ont commencé quand même à le revendiquer, ce droit de vote. Mais très vite, ça va être récupéré par les partis politiques. Et donc le POB, qui est l'ancêtre du Parti socialiste et le Parti libéral, pense que le vote des femmes, c'est dangereux parce qu'elles vont voter pour les catholiques, parce qu'elles sont tout le temps fourrées à l'église. Et donc elles vont voter comme monsieur le curé. Donc ça va retarder ce suffrage féminin. En 1921, les catholiques vont arriver à marchander le suffrage féminin pour les élections communales parce que ça les arrange bien. Marchander, hein. Voilà. Et puis c'est pas très très dangereux parce que finalement une commune on fera pas trop de dégâts. Et ils disent OK pour le suffrage universel masculin, qui en 19 ça aura été promis par Albert Ier au sortir de la guerre. En 1919, il y aura le suffrage universel, mais masculin. Et le Parti catholique va arriver à négocier les communales en contrepartie. Et puis, le combat des femmes, il va continuer, mais il va être difficile dans l'entre-deux-guerres. Alors justement, voilà. Ça c'est assez dingue, Marianne Claric, parce qu'on le découvre dans votre documentaire, on est comme arrivé à des situations quelque peu absurdes. Par exemple, pendant l'entre-deux-guerres, les femmes étaient éligibles aux élections, mais ne pouvaient pas voter, c'est ça? Oui, ça c'est une bizarrerie belge. En fait, apparemment, il y a un ou deux autres pays dans le monde où ça existe aussi. Alors, ça a fait certainement partie du marchandage global. En fait, il n'y a pas de réponse vraiment précise là-dessus, mais elles ont pu être éligibles. Et en même temps, les partis politiques ne prenaient pas beaucoup de risques parce que, pour être élu, il faut être sur une bonne place, sur une liste. Et donc ça, il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup de femmes qui se portaient candidates non plus. Il en a fallu parce qu'on découvre des symboles, évidemment, les premières femmes qui ont pu siéger. Vous vous rappelez aussi, je pense que c'était pas au Sénat, je pense que c'était au Parlement, qui n'avait pas de toilettes, notamment pour les femmes. Mais des petits détails comme ça. Qui est la première femme cooptée par le POB au Sénat, qui est évidemment, c'est la famille Spaak, c'est tout un symbole. Ça a été vraiment une femme importante. Il y en a eu d'autres, il y a eu Lucie Desjardins. Donc quand elles arrivent au Parlement, ce sont des espaces qui sont prévus pour les hommes. Donc effectivement, il n'y a pas de toilettes. Elles ne peuvent pas aller dans le fumoir, là où on fume le cigare. Donc on les envoie à l'autre bout du bâtiment, mais finalement, elles n'iront pas. Donc le monde politique est un monde pensé par et pour les hommes pendant très très longtemps. Justement, en parlant de femmes formidables, c'est Marie-Jean Reiss qui nous a rejoint. Bonsoir Marie. Marie, il y a un passage, parce que vous l'avez aussi dévoré ce documentaire, il y a un passage, Marie, qui vous a particulièrement interpellée. Oui, c'est un passage qui est à la fin du documentaire, quand Marianne Claric, vous évoquez le MeToo politique et vous interviewez toute une série de femmes élues qui témoignent des agressions sexuelles ou sexistes qu'elles ont vécues dans le monde politique. Alors je vais vous poser une question, mais avant ça, on va écouter quelques extraits de ces témoignages. Il glisse sa main entre mes jambes et là je l'arrête d'un mouvement sec, mais je me dis mais en fait ça va pas du tout. Et je suis pétrifiée parce que je me dis mais est-ce que c'est vraiment arrivé? Dans un avion en partance pour New York pour l'Assemblée générale de l'ONU, j'avais un fonctionnaire à côté de moi dans l'avion et j'ai senti des mains baladeuses. Et l'ascenseur se met en marche, on monte, et il se trouve que la jeune femme et moi, on descend au premier étage, et les portes s'ouvrent, et j'entends les deux députés derrière qui disent « Ah, c'est dommage, on serait bien monté au 7e ciel avec ces deux-là. » Oh là là. Voilà, c'est assez édifiant, Marianne Claric. Ma question, c'est est-ce que la politique aujourd'hui est-elle encore profondément sexiste ? Elle l'est sans doute beaucoup moins qu'il y a 50 ans, mais quand on entend ces témoignages, on se dit que oui. Alors moi, c'était la grande surprise du film. C'est que quand j'ai rencontré ces femmes politiques, parce que pour moi, c'était pas possible de faire ce film sur l'égalité politique sans aller rencontrer des élus. Et donc, que ce soit les anciennes ou les toutes jeunes, on voit que le machisme, le sexisme est encore là. Il y a encore ce côté un petit peu condescendant. Alors, beaucoup moins dans les jeunes générations. Les hommes plus jeunes, bien sûr, ont une autre mentalité
mentalité. On évolue, mais oui. Malgré tout, ça reste. Il y a toujours cette suspicion quand on est une femme. Est-ce qu'elle va connaître ces dossiers? Ou alors ces remarques sur le physique ou même cette agression sexiste. Là, ça, c'est un truc incroyable. On se dit, comment ose-t-il aujourd'hui encore? Donc, il a fallu en passer par un MeToo politique belge. Et encore. Comment ose-t-il? On voit, il y a la présidente du Sénat est interviewée dans le film aussi. Elle raconte aussi des choses incroyables. Donc c'est comme si les femmes politiques étaient d'abord ramenées à leur identité de femme et à leur identité sexuelle. Donc ça, c'est un truc où on se dit, on n'y est pas encore tout à fait. Elle doit faire 2 fois plus qu'un homme parce qu'on parle dans politique, mais parfois on dit la même chose du métier de journaliste, notamment aussi. Il y a toujours cette... En tout cas, les femmes politiques m'ont dit, et surtout les plus anciennes, mais je pense aussi chez les jeunes, c'est encore présent, il y a cette peur de l'incompétence, cette peur de ne pas être prise au sérieux. D'imposteur aussi, le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur. Donc, elle travaille beaucoup plus. Elles le disent, je travaille beaucoup plus parce que je veux être irréprochable. Je ne veux pas être attaquée. Je ne pense pas qu'un homme politique va raisonner de la même façon, absolument même si ça ne doit pas être facile d'entrer comme jeune élu, etc. Mais il y a quand même une différence. Que pensent les femmes qu'on peut voir dans le documentaire que vous interviewez, des jeunes femmes politiques que vous interviewez par la suite? Quel regard elles portent justement sur cette nouvelle vague de femmes politiques? Alors, elles sont très heureuses d'avoir ouvert la voie. Elles le disent, j'ai servi de modèle, j'étais la première vice-première, ou quand j'ai été élue, on a une centenaire dans le film qui est Cécile Gore, elle était toute seule au conseil communal, et puis elles étaient... Est-ce qu'on imagine quand même la situation? On n'imagine même pas. On a même quelqu'un comme Nelly Mas, qui a été vraiment une combattante féministe, qui était très, 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 très seule au Parlement, et qui a aussi dû se battre pour s'imposer. Donc, elles sont très heureuses de voir cette nouvelle génération, et en même temps, elles trouvent qu'elles exagèrent un petit peu dans leur combat féministe. C'est un peu le regard qu'ont les anciennes féministes sur les féministes 4.0, je sais pas comment il faut les appeler. Non, en se disant que leur combat était vraiment légitime et qu'on se battait pour les choses vraies et qu'aujourd'hui c'est des Mais ça a été comme ça à chaque combat féministe. On leur disait, mais vous l'avez eu ça maintenant, vous avez l'égalité, vous avez la parité, qu'est-ce que vous voulez encore? Mais oui, il y a encore des choses qui ne vont pas. Et donc elles me disent, les jeunes, quand on vient maintenant avec des sujets de femmes, que ce soit les protections périodique, l'endométriose. Mais quand je suis arrivée avec ça au début, on m'en a raconté une, on me regardait comme si je parlais de la Lune. Et maintenant, voilà, c'est entré dans les mœurs. Donc le monde est en train de changer. Après, Marie et moi, quand on regardait le documentaire, on a eu des très très grands yeux sur les images d'archives, parce qu'il y a un travail absolument incroyable qui a été fait évidemment par vous, Marianne Claric. Est-ce que vous pensez que dans 50 ans, les futurs nous vont regarder les passages très modernes, on a vu notamment Margot Deray, est-ce que vous pensez qu'ils vont regarder avec les mêmes yeux que nous dans 50 ans? Ça va leur paraître aussi tellement long qu'on évolue assez vite et assez bien que pendant 50 ans, on se dise, mais c'est un monde de fous en fait à l'époque. Mais je l'espère. J'espère qu'on ne devra plus toujours être considéré à cause de son genre, de son âge, de son identité sexuelle. J'espère que les femmes ne devront pas prouver leurs compétences, et j'espère qu'elles seront partout à tous les niveaux de pouvoir. Je pense que c'est en train de changer, mais qu'il y a encore des freins. Et on le voit, il y a plus de femmes qui quittent la politique que d'hommes, par exemple. Parlons de cette nouvelle génération, si vous voulez bien, Marianne Claric, pour terminer. Marie, depuis quelques années, les femmes votent plus à gauche que les hommes. Oui, tout à fait. Alors, si dans les années 40, les femmes votaient plus conservateurs que les hommes, eh bien, depuis les années 80, elles votent plus à gauche que les hommes et davantage contre l'extrême droite. Ça se vérifie surtout chez les jeunes, ça, Marie? Oui, il y a une enquête qui est parue en janvier dernier, qui a été réalisée par le Financial Times et qui explique que les jeunes femmes, elles sont de plus en plus progressives. Alors, je vais vous donner quelques chiffres cités dans cet article. Aux États-Unis ou encore en Allemagne, les femmes entre 18 et 30 ans sont 30% de plus que les hommes à voter à gauche. C'est 25% au Royaume-Uni et ça se vérifie dans plusieurs pays, y compris chez nous. D'ailleurs, Marianne Claric, dans votre documentaire, il y a un passage qui fait un peu écho à ce que je viens de dire. C'était aux élections de novembre 1991. On va regarder tout de suite. 1991, c'est le choc. L'extrême droite a fait un score inédit. Les partis traditionnels cherchent à regagner la confiance du citoyen. Tout compte fait, la féminisation de la politique pourrait aider. On peut très facilement faire un pont et dire, tiens, on a aussi besoin des femmes en politique parce qu'elles comprennent peut-être mieux ce qui se passe dans la société, ce qui vit, et comme ça, on va peut-être récupérer l'électorat de l'extrême droite. Marianne Claric, comment on explique que les femmes votent plus à gauche que les hommes?
Je ne sais pas comment on l'explique, mais ce qu'on peut rappeler, c'est qu'effectivement, pendant longtemps, on a cru que les femmes allaient voter conservateur. Hein. C'est ce qui se passe pendant très longtemps et c'est ce qui retarde aussi l'octroi de ce Avec l'Église suffrage catholique, féminin. ce qu'on disait tout à l'heure Voilà. aussi, notamment. Et donc, ça n'a jamais été avéré. Par exemple, il y a eu toute l'affaire de la question royale. Hein. Léopold III, qui était resté en Belgique pendant la guerre, qui n'a pas suivi le gouvernement en exil à Londres. Il doit revenir sur le trône, grosse crise politique, l'opinion s'enflamme, etc. Et donc, on se dit aussi là, le POB et le Parti libéral se disent, on ne va pas leur octroyer le droit de vote tout de suite parce qu'elles vont voter pour le retour du roi. Et ça n'a pas été le cas. Donc, les femmes n'ont pas voté autrement finalement que les hommes. Et aujourd'hui, on voit bien dans ces enquêtes que les femmes ont un vote beaucoup plus progressiste que les hommes. Donc, voilà. Et ça vous interpelle que les hommes aujourd'hui votent beaucoup plus à l'extrême droite que les femmes, notamment ? J'ai pas de réponse à ça. Vous n'êtes pas politologue en même temps, c'est vrai. Honnêtement, oui, il faudra demander à des spécialistes. Bon, en tout cas, merci Marianne Clary, en parlant de spécialiste, évidemment. Ce documentaire, Elle vote comme papa, avec une avant-première qui est prévue ce jeudi 23 mai à 18h45 au cinéma Vendôme à Bruxelles, et puis une diffusion le soir même sur l'RTBF. Le lendemain, le 24. Pardon, le lendemain, évidemment. Le 24 mai sur la Une Télé voilà. à 21h. 49. Juste à la fin des Visiteurs du Soir, donc ça tombe assez bien. Merci beaucoup Marianne Clary de ce plateau. Remercie. Merci à Marie-Jean Yes pour l'aide apportée à la préparation de ce grand dossier. Quant à nous, on va complètement changer d'ambiance. Vous le savez, comme tous les soirs, on arrête avec l'actualité et ce soir, on reçoit une partie de la troupe Starmania qui sera de retour fin novembre et début décembre du côté du Palais 12 pour ce grand spectacle, évidemment signé Michel Berger. On reçoit donc une partie de la troupe qui est en train de s'installer. Ce sera d'ici une poignée de secondes. Restez bien avec nous dans les Visiteurs du Soir.